Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 5 de la 3e saison d'Un café avec ton courtier avec Mark McIntosh. Aujourd'hui, c'est mon épisode préféré de la saison, c'est certain, parce qu'on parle de la Manœuvre Smith. Manœuvre Smith qui me touche beaucoup, qui me tient à cœur parce qu'on n'en parle pas assez souvent. La Manœuvre Smith, vous allez le voir, c'est une stratégie qui permet de transformer votre hypothèque résidentielle, votre hypothèque de votre maison principale, dans un prêt hypothécaire qui est déductible d'impôt. Donc, si vous n'aimez pas ça, payer de l'impôt, ou vous préféreriez en payer moins, cet épisode-là est pour vous. Je vous invite à l'écouter si vous trouvez ça intéressant, si vous trouvez qu'on vous apprend des choses, si vous trouvez qu'on est, je sais pas trop, un peu drôle des fois, là. Peu importe la raison, likez cet épisode-là, donc aimez-le, je pense que je pourrais dire, ou abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, sinon vous pouvez toujours nous retrouver, Pierre-Alain Saint-Laurent sur Instagram, Mark McIntosh, même chose, n'hésitez pas à nous adresser vos commentaires, on est toujours content de jaser avec vous autres. Je vous remercie, puis on part ça live! Marky Mac. Yes, the one and only. Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien, merci beaucoup. 5e épisode de la saison 3 d'Un café avec ton courtier avec Mark McIntosh. Marc, merci encore d'être ici pour toute la saison, mais de t'être déplacé encore aujourd'hui de Sainte-Anne-des-Plaines. Je l'ai eu. Aujourd'hui, épisode de moi qui me fascine parce que je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est de la magie noire. Là. Si on me disait que c'est de la magie, je le croirais parce qu'il s'agit de rentrer ça dans une calculatrice financière, calculatrice particulière, là, mais puis de voir les rendements qui peuvent venir avec ça, c'est exceptionnel. Mais je veux qu'on en parle parce que ça l'implique vraiment le financement, puis ça implique aussi les placements. Fait que je trouve que ta présence est essentielle. On va parler de la Manœuvre Smith. Est-ce que tu as des clients qui te parlent de la Manœuvre Smith? Il n'en parle pas spécifiquement, mais quand on soulève l'idée, il trouve ça intéressant. Puis une fois sur 4, là, je te dirais qu'on le met en place. Il faut vraiment que ce soit le client typique avec lequel ça peut fitter pour ce genre de stratégie-là, parce que c'est pas pour tout le monde et ça comporte certains risques, si on veut, mais tellement d'avantages. Qui compense. Puis, tu sais, tu as un super bon point que c'est pas pour tous les clients. Puis, tu sais, je dirais même que pour moi, mais on s'entend, ça prend une hypothèque là, pour faire ça. Puis ça prend une hypothèque sur une résidence principale. On va le définir un petit peu, c'est quoi la Manœuvre Smith dans quelques minutes. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, qui savent pas que ça s'appelle la Manœuvre Smith, premièrement. Non. Mais ils savent qu'il y a des façons de faire pour éviter des frais fiscaux sur une résidence principale. Des fois, ils pensent qu'ils sont aux États-Unis aussi, parce que vous savez qu'aux États-Unis, l'hypothèque, les intérêts sur une hypothèque de la résidence principale sont déductibles d'impôts, alors que c'est pas le cas au Canada. On s'entend, on doit payer on n'a pas de déduction fiscale. Mais souvent, les gens sont en train d'acheter une propriété. Moi, je suis pas dans l'investissement, je suis dans le financement hypothécaire. Les gens sont en train d'acheter, puis c'est comme trop. C'est juste trop, parce que c'est comme trop une bonne idée. Ils sont comme, c'est vraiment bon, mais là, moi, je suis en train de choisir la couleur de mes rideaux, puis j'ai pas la tête à ça. Exactement. Je dirais que souvent, ça devient une bonne idée au premier refinancement, au premier renouvellement, je devrais dire. Donc, après 5 ans, après 3 ans, déjà là, les clients ont une plus grosse marge de crédit et sont un petit peu plus dans le bon vibe. Et ça va s'appliquer à des gens qui ont souvent déjà des investissements. Donc, bref, j'explique la manœuvre Smith. Puis après ça, on pourra peut-être aller un peu plus loin parce que là, on parle de choses qui ne sont pas encore expliquées. La Manœuvre Smith, c'est... je viens de mettre un R maintenant. La Manœuvre Smith, c'est une stratégie fiscale qui va venir transformer votre hypothèque de votre résidence principale en hypothèque ou en prêt qui va être déductible d'impôt. Donc, évidemment, ce que ça prend pour pouvoir faire ça, c'est une maison, c'est une hypothèque et ça prend une marge de crédit. Donc, et encore là, c'est certains types de marge de crédit. On ne peut pas faire ça avec n'importe quel prêteur. Donc, la marge de crédit, la façon qu'elle fonctionne, ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, si on a 80 donc 80 de la propriété qui est financée, on peut avoir une marge de crédit chez la plupart des prêteurs qui vont nous permettre qui va augmenter, qui va avoir de plus en plus de montants disponibles à chaque fois qu'on paye du capital sur l'hypothèque traditionnelle, le prêt hypothécaire normal. Donc, si le prêt hypothécaire diminue, donc à chaque fois que je fais, puis on s'entend, quand je fais un versement, que ce soit si je fais un versement de 1 000 il y a probablement 990 qui va en intérêt et il y a un 10 qui devient un paiement de capital. Donc, notre hypothèque, soudainement, est plus à
je ne sais plus c'était quoi mon exemple, mais mettons, on va se prendre une hypothèque de 100 000 pour le fun. Ouais. Notre hypothèque de 100 000 n'est plus à 100 000, elle est rendue à 99 990. Donc, on a un 10 qui a été payé et on a donc maintenant... Payé beaucoup d'intérêt. On a payé beaucoup d'intérêt, mais on a un 10 qui est maintenant libre et qu'on peut utiliser sur la marge de crédit. Ouais. Ça l'a disponibilisé un 10 sur la marge de crédit. Donc, 10 c'est pas beaucoup. On va y aller avec 100 pour le fun. Ce que je peux faire avec ce 100 $-là qui est maintenant disponible sur ma marge de crédit, c'est que je peux l'emprunter. Donc, si j'emprunte cet argent-là, on s'entend, on pourrait l'emprunter puis aller s'acheter beaucoup de gomme. Ce serait une façon de faire, mais ce serait de consommer. Il n'y a aucune déduction d'impôt qui peut être faite avec ça. Ça ne nous avance pas aucunement. On a juste une nouvelle dette. Et la manœuvre Smith ne génère pas de nouvelles dettes. C'est important de le savoir. Là, c'est un des fondements, si on veut, de la manœuvre Smith. Donc, par contre, le 10 le 100 pardon, on peut l'emprunter et l'investir. On pourrait l'investir en REER, on pourrait l'investir en REE, on pourrait le mettre dans nos CELI, sauf que c'est des programmes qui sont enregistrés et on a déjà eu des déductions d'impôts avec ces programmes-là. Donc, encore une fois, ça peut être une bonne stratégie de faire ça, mais ce n'est pas la manœuvre Smith. La manœuvre Smith, ça va être de créer une déduction d'impôts alors qu'on ne ferait pas ça dans les enregistrés. C'est ça. Donc, on réemprunte. Troisième façon de réemprunter notre 100 sur la marge de crédit. On l'emprunte et on va l'investir dans des produits non enregistrés. Et à ce moment-là, étant donné que c'est un emprunt pour générer des revenus, ça devient déductible d'impôt. Les intérêts vont devenir déductibles d'impôt. Exactement. Le meilleur exemple que je peux donner pour ça, c'est la même chose que souvent les gens ils savent. Ça. Quand on a un locatif, donc si on a un locatif pur, on a un condo locatif, disons, les intérêts qu'on paye sur l'hypothèque, ils sont déductibles d'impôt. Pourquoi? Parce que c'est des intérêts qui sont utilisés pour générer des revenus. Donc, notre locatif, il génère des revenus. Donc, ces intérêts-là sont déductibles d'impôt. C'est un petit peu la même chose, mais là, ce qu'on va vouloir faire, c'est transformer notre résidence principale en machine à générer des revenus en empruntant dessus. Ouais. Donc, on l'a fait un mois, on a eu notre 100 on a eu notre investissement, on l'a placé. Et donc, on fait ça tous les mois. Tous les mois, c'est la même chose. Puis évidemment, le premier mois, si c'était 100 qui s'est disponibilisé le premier mois, le deuxième mois, notre versement d'hypothèque, notre versement régulier d'hypothèque va disponibiliser beaucoup plus de montants en capital. Beaucoup plus. Ça va peut-être être, ça va peut-être être 101 le deuxième mois. Donc là, maintenant, on n'a plus 100 de disponible, on est rendu avec 201 Donc, on réemprunte le 101 et on l'investit. On fait ça à tous les mois. Et à la fin de l'année, évidemment, on va avoir un montant qu'on va avoir payé d'intérêt sur la marge de crédit. Oui. Cet intérêt-là va être déductible d'impôt. On va le déclarer dans notre déclaration d'impôt et le gouvernement va donc nous envoyer un montant qui va être qui va nous revenir parce qu'on va payer moins d'impôts si on payait plus d'impôts. Et ce montant-là qu'on va recevoir, on va aller le payer sur notre hypothèque, lui aussi. Donc, on vient d'accélérer, parce que là, on a toujours fait les mêmes paiements, mais là, on vient d'accélérer le versement, on vient d'accélérer notre paiement hypothécaire. Ouais. Ce paiement hypothécaire-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre un montant disponible sur la marge de crédit. Une roue qui tourne. Et on refait la même chose. Exactement. Donc, c'est une roue qui tourne éternellement, mais c'est ces versements fiscaux-là vont venir faire que notre hypothèque va être payée beaucoup plus rapidement. L'année 1, là, on s'entend, ce ne sera pas un gros montant qu'on va avoir eu. Disons qu'on a acheté ou qu'on a décidé de commencer à faire ça en juillet, puis on a juste 5 mois. Là. Fait 5 mois, les intérêts sur 500$, quelque chose comme ça, ce ne sera pas un gros montant qui va nous revenir. Mais à la deuxième année, ça va être beaucoup plus. À la troisième année, quatrième année, à la 15e année, on s'entend, ça devient hyper intéressant. C'est des bons montants. Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait faire ça. Qui ont une hypothèque, puis qui ont une tolérance au risque aussi. Exactement. Puis ça prend aussi un niveau d'imposition relativement élevé aussi pour être encore plus intéressant. Plus on paye beaucoup d'impôts, évidemment, plus c'est intéressant. Rapidement aussi. Mais ça devient plus rapidement intéressant. Mais c'est bon aussi pour quelqu'un qui ne gagne pas tant d'argent que ça. Évidemment, c'est toujours meilleur. Il y a toujours une question, est-ce que c'est la meilleure chose? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce que c'est meilleur pour certaines personnes? Oui, évidemment. Moi, le bémol que je mets souvent, ce que je trouve difficile des fois, c'est d'expliquer tout ça à des gens qui n'ont pas d'investissement. Donc, eux, ils n'investissent pas parce qu'ils sont habitués de payer leur maison. Ils ont des fonds de pension béton, entre guillemets. Puis, tu sais, c'est des gens qui, souvent, ils n'ont même pas de REER parce que les autres, ils se disent, je n'ai pas besoin de ça. Je vais avoir l'héritage de mes parents, ma maison va être payée, puis je vais avoir un fonds de pension de chez Hydro-Québec, là, mettons. Là, je dis n'importe quoi. Mais donc, c'est des bons fonds de pension. Ils sont en excellente position, ces gens-là. Mais ils pourraient le faire, puis ça serait super rentable pour eux, sauf qu'ils n'ont pas la conscience de cette possibilité-là. C'est normal, c'est un sujet tellement complexe. Puis cette personne-là, comme tu dis, qui a le fonds de pension, l'héritage,
si cette personne-là, elle aurait un jumeau qui ferait la même chose qu'elle, mais qui ferait la manœuvre Smith, elle aurait juste payé moins d'impôts puis un plus gros patrimoine au final que l'autre. Moi, la façon que je l'explique, c'est simplement qu'on prend l'hypothèque puis qu'au fil du temps, on le transfère vers une marge qui est, elle, déductible d'impôts. C'est un processus. Puis en même temps, l'investissement, il fait du rendement, fait que ça annule un tout petit peu les intérêts du prêt, mais l'idée, c'est de transférer ta dette hypothécaire vers une dette de marge qui est investie dans du non-enregistré, qui fait en sorte que les intérêts sont déductibles d'impôts. Ça, c'est une belle petite bête sauvage. Puis dans le fond, c'est au lieu de viser l'élimination du passif, ce qu'on a appris à l'école, donc de payer notre maison le plus rapidement possible. Je fais toujours la joke, d'acheter une maison, payer l'hypothèque, puis mettre nos 2 lions. Là. Mais ça, c'est une stratégie de vouloir éliminer le passif. Mais ce qui est plutôt visé avec la manœuvre Smith, c'est une stratégie d'augmentation de la valeur nette. La valeur nette, dans le fond, c'est l'argent qu'on a, moins l'argent qu'on doit. Ça, c'est notre valeur nette. Ouais. Fait que si, là, j'y vais en espèce d'exemple, là, si on a une maison qui vaut 400 000 puis on a une hypothèque de 300 000, l'objectif là, traditionnel, c'est d'avoir une maison qui vaut 500 000, avoir pris de la valeur, puis d'avoir une hypothèque à zéro. Ouais, on a 500 000. On a une valeur nette de 500 000. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir une maison qui valait 400 000, une hypothèque qui valait 300 000. Notre maison est rendue à 500 000, on garde notre dette à 300 000, puis on a un portefeuille d'investissement qui en vaut 150. Ouais. Fait que là, on a 150 moins 3... 200, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Bref, ça devient on a encore notre 500 000, moins 300, puis on a 300 ou 400 ici. Ouais. Puis là, on gagne vraiment. On va l'arrêter, je vais refaire mon exemple parce que je l'ai bien scrappé. Ça serait bon... on peut pas... je m'en allais dire avec le tableau, mais ça va être bon avec... Ouais, mais je suis tellement pas bon pour ça serait bon, ça, que... Poup! Ça serait fort. On ait... peut-être pas un Excel, mais un beau... on aurait dû le faire d'avance. Ouais. Mais que, pouf, tu pèses sur un petit piton, puis que, regarde, ton hypothèque, tu sais, d'expliquer ce que tu as dit là avec ça. Ça aurait été bon, ça. Il y avait toujours moyen de mettre des images par-dessus. Ouais, après. Ça l'aurait été hot là-dessus. Ouais, mais effectivement, la prochaine fois, on pourrait utiliser l'écran qui est là pour avoir une... Ça serait malade. L'ordinateur est branché sur l'écran, puis au fur et à mesure, tu vois ce qui se passe sur l'écran. Une autre fois. On va le refaire. Un jour, on va refaire ça, Clément. Je veux juste reparler de ma valeur nette. Dans le fond, traditionnellement, ce qu'on a toujours dit, c'était une stratégie d'élimination du passif. Ouais. Donc, on voulait mettre l'hypothèque à zéro le plus rapidement possible. Je fais toujours la blague de dire, le but, c'est d'acheter une maison, de la payer le plus rapidement possible, puis mettre 2 lions en avant de la maison pour dire que je l'ai payée. Mon Dieu, que je suis riche. Mais si je mets ça en chiffres, dans le fond, on a une maison à 400 000, on achète une maison à 400 000, on a une hypothèque à 300 et si on la paye, donc on se retrouve avec une maison qui a pris de la valeur, on est rendu à 500 000 et l'hypothèque est à zéro, on a donc une valeur nette de 500 000. Bravo, tu es un excellent étudiant. Par contre, ce qu'on pourrait faire avec la manœuvre Smith, c'est de dire, OK, j'ai une maison à 400 000, j'ai une hypothèque à 300, le 400 000 va augmenter à 500, on a 500 000 d'actifs. Le 300 000 va rester. On ne va pas nécessairement le payer. On va garder le 300 000, mais on se retrouve avec un portefeuille de placement qui pourrait se rendre à 400 000. On a 400 plus notre 500, moins 300. On est à 600 000. Exactement. Fait, avec les mêmes versements, c'est ça qui est très important, avec les mêmes versements, on se retrouve avec une valeur nette de 100 000 de plus. 100 000 Ah ouais, des fois, il y a des stratégies des fois qui sont complexes, puis ça nous permet de sauver de 3 piastres par mois. Mais là, on parle de 100 000 $. Fait que c'est quand même pas mal d'argent. Donc, c'est intéressant à utiliser. Ceci dit, comme tu disais tantôt, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde, mais il faut réussir à l'expliquer correctement. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, au Québec, là, des courtiers hypothécaires qui sont certifiés à la manœuvre Smith, on est 16. Puis, tu sais, des courtiers hypothécaires au Québec, il y en a plus que 1000. Fait que, on n'est pas beaucoup à en parler, à avoir ces discussions-là. Et ça laisse de la place, évidemment, à des mythes ou à des fausses informations, même parfois. Puis, tu sais, j'avais envie d'en parler un tout petit peu. Puis de debunk. As-tu quelques mythes? C'est quoi? Je sais pas c'est quoi en français, de debunk des mythes. Là. Démystifier des mythes. Démystifier, excellent mot, absolument. C'est le plus évident, parce que le gain de la manœuvre Smith, c'est le gain fiscal. C'est là que parce que, tu sais, oui, on va parler du taux d'intérêt de placement qui risque d'être plus gros que le taux d'intérêt d'hypothèque, etc. Okay. Mais même si c'était égal, même si c'était même un peu inférieur, c'est le gain fiscal qui vient jouer vraiment en notre faveur. Puis il y en a qui vont dire, c'est de l'évasion fiscale. Tu n'as pas le droit de faire ça, ça n'a pas de sens. Essentiellement, c'est trop beau pour être vrai.
Mais non, c'est vraiment permis par l'ARC depuis plusieurs années. Là, depuis, on parle des années 90. Là. Ça fait vraiment longtemps que ça existe, ça fait longtemps que c'est mis en place. Et donc, c'est absolument permis. Puis moi, j'appelle ça de l'évitement fiscal. Puis c'est correct d'éviter de payer des impôts. On ne veut pas faire de l'évasion, on ne veut rien être dans l'illégalité. Moi, personnellement, je crois aux impôts. Là. Ça nous permet d'avoir des belles routes puis des bons systèmes scolaires. Des bons services. Oui, exactement. Qui ne sont pas tout le temps là, mais bref, la plupart du temps, on est content de les avoir. Mais il faut payer notre juste part. On n'a pas besoin de payer plus. Fait que, moi, je trouve que c'est pas nécessairement un bon mythe de dire qu'il y a de l'évasion fiscale qui vient avec ça. On va dire aussi que c'est très risqué. Puis évidemment, oui, il y a ce qu'on appelle un risque, mais c'est tellement une stratégie à long terme. On s'entend, une maison, c'est 25 ans, traditionnellement, qu'on va acheter. Ça peut même être sur 30 ans. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de matcher l'amortissement sur le terme d'ici à la retraite des gens. Ouais. Pour le fun, mais les gens pourraient très bien continuer à payer, à garder ça, puis de continuer à avoir leur portefeuille d'investissement augmenté. Là. Il n'y a pas de limite à arrêter au moment de la retraite. Donc, étant donné que c'est tellement sur une longue période de temps que le risque est énormément diminué. Exact. Est-ce que c'est ce que tu dirais comme conseiller? Quand quelqu'un te parle, le risque, je veux dire, n'importe quel investissement va avoir un risque à moins de le mettre dans ton compte chèque, là. Quand je parle à des clients de cette stratégie-là, j'attends toujours 2 ingrédients. Je regarde toujours si elle a déjà des placements croissance ou audacieux, voir si elle est dans des CPG ou des comptes épargne. Là, je pars de loin. Mais si elle est déjà dans le marché, je vais dire OK, ça c'est bien. Puis deuxièmement, je vais vraiment regarder son taux d'imposition parce que si elle fait 150 000 par année ou si elle a une job l'été et qu'elle fait 25 000, rendre les intérêts déductibles, ce ne sera pas autant gagnant versus si elle a un gros revenu. Fait qu'un coup que la personne elle a une tolérance au risque pour son profil d'investisseur relativement élevé et un taux d'imposition marginale relativement élevé et une hypothèque, elle a les ingrédients qu'il faut pour faire ça. Ça va être optimal dans son cas. On s'entend qu'une déduction d'impôt, il faut qu'il y ait de l'impôt qui est payé. Là. C'est ça. On s'entend. Quelqu'un qui gagne 12 000 $ par année, on ne pourra pas y faire déduire beaucoup d'impôts, il n'en paye pas. C'est ça. Puis là, on va y faire une marge qui va avoir de l'intérêt, plus une volatilité dans son portefeuille. Fait qu'il faut qu'elle ait un gain immédiat. Puis le gain immédiat, c'est le taux marginal que je trouve qu'elle est là la plus-value. Là. Ceci dit, un autre des mythes, c'est de dire mais ça, dans le fond, c'est juste pour les personnes qui sont riches, ceux qui gagnent 200 000 $ par année. C'est juste meilleur, mais c'est bon aussi pour toutes sortes de revenus. Je pense que je dirais qu'il y a un seuil. Je crois que ça serait autour en haut de 35 000. Faut que tu payes de l'impôt. Minimum. Moi, je trouve que c'est toujours ça. Faut que tu en payes. Si tu n'en payes pas, ça donne rien parce que, je vous dis, c'est là que le gain y est. Donc, c'est important de payer de l'impôt, mais pas mal beaucoup de gens. En tout cas, ceux qui achètent des maisons, habituellement, ils payent. Ouais. Ils payent de l'impôt, c'est certain. Finalement, le dernier mythe, c'est de dire que c'est très lourd. Donc, ça s'appelle la manœuvre Smith. Donc, il y a une manipulation à faire. Par contre, oui, initialement, il va y avoir quelque chose à faire, mais après ça, il y a des automatismes. Là. Heureusement, les institutions financières ont mis des mécanismes qui permettent de faire... Toi, est-ce que tu dirais que c'est compliqué de placer de l'argent mensuellement chez vous? Ça peut s'automatiser. Exact. Ça prend une rigueur, une discipline, puis une automatisation. C'est exactement la même chose que ça prend. Puis, tu sais, il y a moyen de s'assurer. Puis, tantôt, je disais, le premier mois, on a 100 $. Le deuxième mois, c'est 101 $. Fait, oui, on peut décider d'aller vraiment de façon détaillée, d'aller emprunter 100 $ puis transférer 100 $ ou transférer 101 $ le deuxième mois. Mais on peut aussi demander, OK, emprunte 100 $ à tous les mois. Ouais. Puis, une fois par année, je vais aller chercher les piastres qui me manquaient. Puis là, fait, moi, je ne pense pas que c'est lourd de faire une transaction manuelle par année. Là. Je ne pense pas qu'on en demande trop aux gens pour les rendements qui viennent avec ça. Exactement. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des risques. Puis, des fois, on me parle du risque de marché. Toi, le risque de marché, comment tu considères ça? Qu'est-ce que tu fais pour diminuer le risque de marché? Donc, le marché s'écroule. Alors, on diversifie le portefeuille. C'est la première des choses. Deuxièmement, c'est toujours intéressant d'avoir une partie du portefeuille qui est dans du garanti, dans du sans risque. Moi, je prends souvent un exemple avec un bouclier puis une épée. Ça te prend les deux pour aller à la guerre. Ça te prend quelque chose qui va générer du gros rendement, qui va être agressif. Puis ça te prend quelque chose pour les moins bonnes années qui va être plus défensif. Donc, chacun a des forces et des faiblesses. Donc, c'est vraiment... Ça prend un horizon long terme. Ça prend un paquet de facteurs, en fait, qui se mettent ensemble pour dire ça fait du sens, on le fait. Mais c'est sûr et certain qu'on passe par la diversification, classe actifs, géographique. Il y a
Puis, on y va avec l'individu, là. Ça dépend de la personne. Puis on en a parlé tantôt. Je veux dire, pour les investissements en Manœuvre Smith, c'est la même chose. Il ne peut pas avoir de placement avec zéro risque. Le risque est important pour pouvoir l'utiliser dans la Manœuvre Smith. Ceci dit, l'horizon, donc l'horizon de placement est tellement long que oui, il va y en avoir des années perdantes. Là. Puis, je veux dire, sur 20 ans, là, il y en a toujours 2-3 des années perdantes. Mais l'important, c'est la moyenne qui va avoir augmenté. Puis sur un si grand nombre d'années que ça, on en parlait tantôt avant le podcast, je ne sais pas dire avant l'appel, mais je ne me souviens pas de t'avoir appelé. Avant le podcast, on parlait de c'est quoi le retour traditionnel moyen, puis tu me parlais de l'EQPF qui disait que c'était 8, 7, 8. Non, moins que 8, mais ça dépend. Moi, je recommande souvent entre 6 et 7. Puis je fais plusieurs projections. Je le montre au client. J'y montre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je montre la différence. Puis je montre le rendement réel des portefeuilles que je recommande à mes clients. Les autres, c'est du 10, 11, 12, mais c'est pas parce que je suis un magicien, c'est parce que le marché a fait ça dans les dernières années. Ça a été des bonnes années. Je dis, garde, OK, ça, c'est le rendement réel net de frais, mais faisons une projection conservatrice plus autour de 7, juste pour voir. Tu sais. Puis après ça, au fil du temps, puis même on en fait une deuxième plus pessimiste à 4. Ouais. Même à 4, c'est le client est gagnant quand même. Là, absolument. à cause de l'économie fiscale, d'où la raison que ça prend un revenu quand même élevé. Et le fait de transférer toute son hypothèque sur une marge qui est déductible d'impôt, c'est là que c'est intéressant. C'est gagnant. Un autre des risques, parce que tu as parlé, la marge de crédit, bref, c'est un risque de taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt actuel, on a des beaux taux présentement. On est à peu près à 4,5. Les marges de crédit sont peut-être à 1 1,25 plus élevés que ça. C'est sûr qu'on a des taux d'intérêt qui sont avantageux présentement. Mais même si les taux d'intérêt augmentent, puis by the way, à part en 2021, c'est rare qu'il y ait des augmentations drastiques. On dit beaucoup que les taux ont été très élevés dans ces années-là. Je ne suis même pas vraiment d'accord. Les taux n'étaient pas très élevés. Ils ont augmenté vraiment rapidement. Ça, c'est vrai. Mais c'est très rare. C'est peu fréquent que les taux augmentent si rapidement que ça. Et encore là, le gain n'est pas dans la comparaison taux d'intérêt du prêt versus le taux de rendement des placements. C'est vraiment dans le gain fiscal. C'est là que le gain de la Manœuvre Smith vient jouer. Par contre, donc, on vient de parler du gain fiscal. L'importance, donc un des risques, une mauvaise gestion fiscale. Parce qu'il y a moyen de bien gâcher sa Manœuvre Smith. On va parler de contaminer notre marge de crédit, qui est notre marge, qui est dans le fond, qui est notre prêt investissement. Il faut faire attention. Cette marge-là doit être utilisée uniquement pour la Manœuvre Smith. Si on décide d'y mettre des dépenses, là, ou si on décide de s'acheter une piscine, puis on décide de le mettre là-dedans, on vient de tout contaminer. On vient pas juste ça nous a coûté 12 000 d'enlever 12 000 sur notre marge. C'est ça. On vient de contaminer la patente au complet. Donc, il faut faire vraiment attention. Puis dans ces cas-là, moi, je recommande toujours, c'est pour ça que je ne recommande pas de faire la Manœuvre Smith tout seul. En toute honnêteté. Pas parce que c'est si compliqué que ça, mais c'est bon d'avoir quelqu'un d'autre qui te rappelle que cet argent-là que tu veux mettre dans ton placement, cet argent-là que tu veux emprunter, fais attention, ça va faire scraper tes patentes. Exact. Donc, ça peut être important de le faire. Finalement, les deux derniers risques que j'ai, c'est le risque de liquidité. Évidemment, ça pourrait arriver que la personne qui a commencé la Manœuvre Smith ne peut plus la faire pour une raison ou une autre. Il a besoin d'un certain montant d'argent pour, perte d'emploi, maladie, n'importe quel aspect qui peut arriver dans une vie financière. La Manœuvre Smith, c'est pas une prison. On s'en va pas dans la Manœuvre Smith pour la vie. Donc, il n'y a aucun problème de pouvoir le reculer puis revenir normalement. Tu sais, on s'entend, tu as des investissements, tu as une dette. Donc, tu peux très bien vendre les investissements ou une partie des investissements et rembourser ta dette et tu es redevenu avec une hypothèque traditionnelle. Tu pourras, là, à ce moment-là, on n'est plus en Manœuvre Smith, donc tu peux aller réemprunter dans ta marge de crédit pour les dépenses que tu aurais besoin. Donc, autant que ça peut se coudre, une Manœuvre Smith, ça se découd tout aussi facilement. Exact. Puis finalement, le dernier risque, c'est le risque psychologique. Ça, je pense que tu peux peut-être en parler plus que moi, exactement. Le risque émotionnel. Oui, exact. Fait que ça, qu'est-ce qu'on fait avec des clients qui voient, après leur première année, je suis à moins 6 %? En fait, c'est surtout, moi, j'aime ça le préparer beaucoup, beaucoup en amont, beaucoup d'avance. Avant même d'aller de l'avant, j'ai dit, écoute, là, ça va être long, ça va être Noël, Pâques, l'année va passer. Quand on voit un relevé de moins 6 % sur un an, il ne faut pas oublier que c'est long, un an. Ça faisait pendant un an, s'il regarde son application à tous les jours, il va se voir dans le rouge, il n'aimera pas ça, il ne sera pas à l'aise, il va dire, je paye des intérêts l'autre bord, je fais ci, là, mon placement. Fait qu'il faut vraiment avoir une conscience solide puis être conscient. C'est pour ça que des fois, j'aime ça aussi dire,
est-ce que tu joues sur tous les tableaux? As-tu des REER? As-tu des CELI? As-tu un coussin d'urgence? As-tu des cartes de crédit disponibles? As-tu un emploi stable? Est-ce que vous êtes 2, conjoints-conjointes? Est-ce qu'il y a un risque que tout s'écroule? Fait que j'y mets le big picture. Puis après ça, une année négative dans les marchés, j'ai dit, c'est sûr que ça va arriver. Je commence avec ça, c'est sûr que ça va arriver. Fait que, est-ce que tu veux que ce soit écrit -6, -20, -15? Tu vas-tu dormir? Puis j'y fais répéter plusieurs fois. Puis après ça, je fais des suivis, même quand les années vont bien. Par exemple, 2023-2024, ça a super bien été. Je dis là, ça a bien été. Attention, là, ça va peut-être aller mal à un moment donné. N'oubliez pas, là, savourez vos gains, mais n'oubliez pas que pour avoir des bons gains, il faut accepter des reculs de temps en temps. C'est toujours plus facile de le dire quand ça va bien que quand ça va mal. Parce qu'en 2022, quand les rendements étaient négatifs, on disait, écoute, on ne sait pas ce que l'année nous réserve, mais on l'avait dit au début, ça, dit au début. Fait que bref, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est pour ça que c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Ça prend vraiment une tolérance béton au risque pour les placements. Il faut que tu sois habitué. Il ne faut pas que ce soit ton premier placement. Puis un certain revenu imposable pour aller chercher un beau retour d'impôt. Je pense pas que ça te prend même, tu dis une tolérance béton. Moi, je veux dire qu'il faut que ce soit une tolérance qui est solide, là, comme le béton. Ouais. Mais ça n'a pas besoin d'une tolérance qui est si haute que ça. Non, pas si haute que ça. Il faut juste que la tolérance auquel tu as fait que ce soit ta vraie tolérance. Tu en parlais encore là tantôt, là, des audacieux sur papier, mais pas dans la vraie vie. Donc, quand ils disent qu'ils peuvent perdre de l'argent, mais quand ils en perdent pour de vrai, là, c'est beaucoup moins drôle. D'un coup, non. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le terme qu'on utilise souvent, c'est l'engagement. Dans l'hypothèque, il y a un engagement hypothécaire. Donc, le client s'engage à faire un certain versement au prêteur à tous les mois. Bien, c'est un peu la même chose qu'il faut se mettre dans notre tête, mais il faut être prêt à le faire. Il faut s'engager. Donc, je m'engage à faire un certain versement et à l'investir pour les 5 prochaines années, si c'est un 5 ans ou quoi que ce soit. Puis, évidemment, à moins d'un événement de vie quelconque, mais d'être capable de dire, OK, voici ce que je fais pour les 5 prochaines années, puis on regarde le tout est à long terme. Là. Donc, c'est pas... c'est très long terme. Faut jamais que la personne... C'est comme si je te dis, on s'en va à Québec, on roule en char à 100, puis il faut pas que tu débarques. Ouais. Puis là, si il panique, il débarque, mais il se casse la marboulette, comme on dit. C'est sûr. Fait que si je te dis, regarde, on va aller avec le portefeuille, on s'en va là. Si tu vois un -6, un -10, un -15, faut que tu laisses ça comme ça. Faut pas que tu retires, puis faut pas que tu arrêtes. Fait que je te dirais que c'est... Mais ça, c'est cool pour toi. Mais toi, tu es habitué d'avoir ça. Moi, le client qui va voir un courtier hypothécaire, le client traditionnel, il va voir un courtier hypothécaire pour avoir une hypothèque, puis il ne s'attend pas à avoir ces discussions-là nécessairement. Non, exact. Il s'attend à voir comment je peux acheter ma maison le plus facilement possible ou comment je peux payer ma maison le plus cheapement possible, le moins cher possible. Fait que quand on embarque dans cette stratégie-là qui est financière, puis évidemment, moi, je fais jamais aucun conseil financier. Là. Moi, je parle de ça, mais je vais jamais dire que tu devrais placer ton argent dans X ou dans Y. Là. Ça, c'est pas mon travail, c'est pas mon expertise non plus. Mais ils s'attendent pas à avoir ces discussions-là. Fait que des fois, je vais demander des documents, des avis de cotisation pour voir s'il reste des REER, des affaires comme ça. Puis ils sont comme, ah ouais, pourquoi tu as besoin de ça? Les avis de cotisation, on en a besoin pour plein de raisons, en passant. Mais fait que des fois, je veux dire, c'est pas la faute du client, c'est ma faute à moi, puis la faute de ma profession, de ne pas avoir habitué les gens à faire une réelle réflexion stratégique de l'ensemble des finances de la personne et de s'être concentré sur la transaction immobilière. Puis, tu sais, on est beaucoup associé avec les courtiers immobiliers, là, on s'entend. Puis, on aime ça, travailler avec les courtiers immobiliers. On permet l'achat, on permet l'accès à la propriété des gens. Mais une fois qu'ils ont acheté la maison, je trouve souvent que les courtiers hypothécaires, on les abandonne un tout petit peu parce qu'on ne se rend pas plus loin que ça. Donc cette stratégie-là, moi, là, je trouve qu'elle me permet, puis elle permet à mes clients d'aller plus loin et d'essayer de s'enrichir et non pas de juste payer notre hypothèque puis de garder la valeur nette qu'on est supposé avoir. Si on est capable d'avoir plus. Ça m'amène à une question, c'est ça que je me pose. Si, exemple, on fait la manœuvre Smith avec une banque, puis qu'on a une marge, puis 5 ans plus tard, on change de banque pour avoir un meilleur taux hypothécaire, ça prend une nouvelle marge, elle nous suit. Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'il va falloir... premièrement, le taux d'intérêt devient beaucoup moins pertinent. Essentiellement, on va sauver, mettons là, dans notre exemple de tantôt, est-ce que je vais avoir un gain de 100 000 $, changer de banque pour un taux d'intérêt de 0,05 qui va me faire sauver 3,5 $ par mois, moins nécessaire. Par contre, si on se transfère vers une autre institution financière qui a une marge qui permet la manœuvre Smith, il n'y a pas de problème. On va avoir le même montant en prêt hypothécaire.
Quand on va faire le refinancement, la marge va se transférer. La marge, on va l'avoir à une place. On va encore la mettre sur la marge, évidemment. Puis on va pouvoir continuer la stratégie, la manœuvre Smith. Même si on vend la maison, on peut reprendre la même chose. Là, il y a des petites stratégies à faire. On veut s'assurer de synchroniser l'achat puis la vente. Fait qu'il y a des petites stratégies à faire de ce côté-là lorsqu'on vend, parce qu'on n'aura pas le même montant de prêt. Si on a acheté une maison plus chère, on a acheté une maison de moins chère, mais si on va vers une hypothèque chez un prêteur qui permet le bon type de marge, on va pouvoir le faire. Évidemment, il faut toujours rester dans nos ratios, là, parce qu'on peut toujours seulement avoir une marge jusqu'à 80% de la valeur de la propriété. C'est qui les prêteurs, les Top Guns qui font Pour ce genre ça, de manœuvre? c'est sûr qu'on va avoir la Banque nationale, on va avoir la Banque Scotia, puis on va avoir la marge de crédit chez Manuvie, qui vont être les... C'est les trois experts là-dedans. Oui, c'est ceux qui vont être là. C'est drôle, justement, Manuvie et Scotia. Oui, OK. Parce que je veux pas le dire. Ah, OK. Moi, je te regarde toi. Je veux pas le dire parce que je veux pas que les gens partent puis aillent le faire tout ça. OK, ouais, je comprends. Parce que, il y a trop de risques qu'ils le fassent pas bien. Fait que j'aime mieux pas le mentionner. Fait que j'aime pas ta question. Puis c'est drôle parce que Scotia, Manuvie, puis en tout cas, nous autres, l'autre, c'est Équitable. Pour l'Infinite Banking, c'est ces trois-là qui font ça. Fait que je présume qu'eux autres, ils aiment ça gérer du risque puis les stratégies. J'ai l'impression que c'est peut-être plus avancé un peu. Ouais. OK, fait qu'on va couper puis on continue. Dans le fond, on fait la fin. C'est quoi la fin que tu veux faire? Dans le fond, souvent, ça va être les institutions financières qui ont compris que leurs clients n'étaient pas là nécessairement pour juste avoir un compte chèque puis une hypothèque. Là, ils vont vouloir aller dans des stratégies qui vont un petit peu plus loin, des stratégies qui vont être fiscalement intéressantes. Fait que souvent, ça va être des institutions financières qui sont un petit peu plus, je ne veux pas dire recherchées, je ne veux même pas dire nichées, mais qui ont une certaine flexibilité. Pour nous, peut-être qu'au Québec, des fois, on est habitué avec Desjardins qui, malheureusement, leur marge ne va pas permettre la manœuvre Smith ou même la MAPA, du moins pas de le faire facilement, de le faire simplement, mais on va avoir d'autres institutions financières qui vont pouvoir faire ça. Mais chacun va avoir ses couleurs différentes. Ouais. Enfin, c'est important de parler à un courtier hypothécaire qui est certifié, qui va pouvoir vraiment préciser, OK, avec cette institution financière-là, voici comment tu peux le faire. Avec Scotia, je l'ai dit, avec une autre institution financière, voici comment le faire. Au moins d'avoir la discussion. Mais puis même d'avoir un petit peu les premières étapes sont importantes pour bien placer les cartes. Donc, s'assurer de bien initier le tout. Exact. Voilà. Des questions? À la maison, avez-vous des questions? Évidemment, vous ne pouvez pas répondre, c'est un podcast. Marc... On est en direct aujourd'hui. Non, pas tout. Marc, je te remercie beaucoup. Puis évidemment, là, continuons d'en parler. Moi, je veux qu'on soit des preachers. Oui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, vous voulez en savoir plus. Contactez-moi. Vous pouvez aussi aller sur le site de la Manœuvre Smith. Là, tapez ça dans Google. Vous allez trouver le site web. Vous pouvez acheter le livre. Il y a un livre aussi, pertinent. ça, j'allais dire. Il y a un livre qui est super pertinent, qui a été écrit par M. Smith, là, qui est le fils du fondateur ou de l'inventeur de la Manœuvre Smith. Donc, très pertinent. Allez-y, informez-vous. Puis finalement, si vous voulez en savoir plus, contactez un courtier hypothécaire qui est certifié. C'est toujours... ça nous fait plaisir d'en parler. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Yeah.